Est-il nécessaire de réaliser une biopsie pour toutes les pathologies cutanées? Réalise-t-on les biopsies cutanées toujours avec une lame de scalpel? Dans quel laboratoire adressez-vous votre prélèvement de peau? Bonjour, je suis Antoine Bertolotti, enseignant en dermatologie à l'UFR Santé de l'île de la Réunion, et je vous propose aujourd'hui de traiter le cours sur la biopsie cutanée. Ce cours est issu du livre Revêtement cutané, qui a été rédigé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité par Elsevier Moisson. À la date d'enregistrement de cette vidéo, je ne déclare pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Certaines images peuvent être amenées à choquer le grand public et je tiens à remercier l'ensemble des étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement Élodie Guinet. Quelles sont les questions à se poser lorsque l'on est prêt à réaliser une biopsie cutanée? Déjà, est-ce que la biopsie est pertinente et est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose? En effet, allez-vous réaliser une biopsie cutanée sur ces lésions-là? On a ici une lésion érythémato-squameuse en plaques avec de multiples plaques, quelques lésions papuleuses, généralement non prurigineuses, dans le dos du patient, mais également souvent au niveau des coudes, au niveau des genoux. Je ne suis pas sûr que vous ayez besoin spécifiquement d'une biopsie cutanée dans ce cadre-là. On est face à un psoriasis. Ici, on a une lésion érythémateuse, papuleuse, prurigineuse, qui apparaît, qui disparaît, qui est donc migratrice. On parle d'urticaire. Il n'est pas sûr non plus que vous ayez besoin d'une biopsie cutanée. Et là, vous avez un nourrisson qui présente des lésions suintantes, croûteuses, prurigineuses au niveau des zones convexes du visage. On est face à une dermatite atopique. Dans le cadre de ces pathologies-là, le diagnostic est clinique. Vous n'allez pas avoir besoin de biopsie cutanée. Bien sûr, pour plein d'autres pathologies, on va en voir un certain nombre, vous allez avoir besoin d'une biopsie cutanée. Et alors, l'élément à se poser, c'est qu'est-ce que je vais inscrire sur ce bon d'anatomopathologie pour pouvoir aiguiller mon collègue et pour qu'il puisse m'aider au mieux à prendre en charge mon patient. Donc, il est primordial de remplir correctement votre bon d'anatomopathologie avec, bien entendu, l'identité du patient, avec, bien entendu, votre identité pour qu'il puisse vous appeler si jamais il a des questions particulières et vous renvoyer le compte-rendu, mais également qui est le patient, quels sont ses antécédents, quels sont ses traitements, quelle est l'histoire de la maladie, d'accord? Il ne va pas réaliser un diagnostic juste à partir de ce qu'il voit. Il va réaliser un diagnostic à partir de ce qu'il voit et de ce que vous avez renseigné comme éléments. Si vous ne lui donnez pas ces éléments-là, il ne pourra pas vous aider beaucoup plus que juste lire simplement ce qu'il voit, vous décrire certaines cellules, mais il ne pourra pas les intégrer dans le contexte. Donc c'est très important de pouvoir remplir un maximum d'éléments possibles pour lui. Et puis, c'est très important aussi que vous puissiez rapporter un certain nombre d'hypothèses. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques de façon à ce que lui puisse les valider ou les, au contraire, réfuter parce qu'il ne voit pas tel ou tel élément. La deuxième question à bien se poser, c'est quelle lésion vais-je biopsier? D'accord? Quelle lésion sur cette photo allez-vous biopsier? Plutôt cette lésion bulleuse-là ou plutôt cette lésion qui, vous voyez, a probablement été effectivement bulleuse, mais est désormais croûteuse? Eh bien, clairement, c'est la lésion la plus récente et non remaniée que vous allez essayer de biopsier. Donc, acharnez-vous systématiquement lorsque vous avez un patient qui a plusieurs lésions, à essayer d'identifier quelle est la lésion la plus récente, quelle est celle qui n'a pas été grattée, quelle est celle qui n'a pas eu le temps de sécher, de façon à ce que vous ayez le moins d'artefacts possible à la lecture de l'anatomopathologie. L'autre élément lors d'une pathologie bulleuse, c'est de savoir qu'il faut biopsier à cheval sur la peau saine et la peau décollée. Et lorsque l'on est dans une pathologie tumorale, c'est de biopsier en zone tumorale. Donc, dans le cadre de ce dossier, de ce patient qui présente des bulles larges, vous voyez, une bulle, deux bulles, trois bulles, eh bien, vous allez décider de biopsier au niveau de la jonction entre la bulle et la peau saine. Pourquoi? Eh bien, si vous réalisez cette biopsie au milieu de la bulle, eh bien, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez biopsier ici, eh bien, tout simplement, cette partie-là aura été décollée, ne sera pas visible et votre anatomopathologiste ne va voir que cette partie qui va être érosive. Et donc, il va vous dire érosion, éventuellement quelques polynucléaires éosinophiles. Si vous lui avez posé la question de est-ce qu'il s'agit d'une pemphigoïde bulleuse, il pourra vous dire éventuellement s'il y a des bulles, pourquoi pas, mais moi je ne vois pas l'épiderme et je ne vois pas à quel endroit ça a exactement décollé, donc il ne pourra pas vous aider davantage. Si vous faites la biopsie à cheval, vous voyez, on voit l'épiderme ici, on voit le derme ici, et on voit bien la zone de transition où il y a ce décollement,
au niveau de la jonction dermo-épidermique. Et donc, c'est un élément qui va l'aider à pouvoir donner le diagnostic de pemphigoïde bulleuse, même si ce ne sera pas que cela pour vous aider strictement dans ce diagnostic. Lorsque vous avez un ulcère, par exemple, et que cet ulcère n'évolue pas bien, il y a un moment où vous allez vous poser la question, est-ce que je ne suis pas face finalement à une lésion cancéreuse, à un carcinome épidermoïde primitif ou secondaire, secondairement apparu sur une lésion chronique ulcérée? Eh bien, si vous voulez avoir la réponse à votre question, ce n'est pas en réalisant une biopsie que vous allez vous en sortir. Il va falloir que vous essayiez de cartographier. Je vous en propose 3 ici, mais vous pourriez en faire plus. Cette zone-là, est-ce que c'est là où il y a du cancer? Pas sûr, ça se trouve, c'est finalement l'ulcère qui existe depuis un certain temps. Par contre, ici, eh bien, il y a probablement des lésions carcinomateuses, probablement ici, peut-être ici aussi. Et il va falloir réaliser de manière répétitive plusieurs biopsies pour s'assurer d'avoir éliminé strictement le carcinome épidermoïde. Vous n'allez pas pouvoir faire une exérèse complète de la lésion. En tous les cas, c'est possible, mais pas dans un premier temps, et il faut savoir pourquoi est-ce que vous le faites. Probablement que si c'est juste un simple ulcère, vous ferez des soins locaux et ça guérira. Mais si vous avez la suspicion d'un carcinome épidermoïde, faites de multiples biopsies, si possible sur les zones qui sont les plus atypiques, et à ce moment-là, recherchez les cellules qui sont malignes et qui sont du coup le diagnostic, qui vous donneront le diagnostic de carcinome épidermoïde. La troisième grande question à se poser, c'est quel type de prélèvement vais-je réaliser? Bien entendu, on va réaliser dans la plupart des cas, une anatomopathologie, on en a déjà parlé, et donc vous allez sortir votre bon et le remplir en amont avec l'ensemble de vos hypothèses diagnostiques et du contexte clinique du patient. Mais parfois, vous pouvez être amené également à compléter cet envoi en anatomopathologie avec un tube pour l'immunofluorescence, qui souvent va être conservé au frigidaire, souvent conservé au laboratoire d'anatomopathologie. Donc, si vous avez votre prélèvement dans la main et que vous l'avez fait et que vous n'avez pas récupéré ce tube en amont, eh bien, vous allez être bloqué et vous allez probablement perdre ce prélèvement alors que vous venez de le faire. Donc, anticipez en amont, sachez bien à qui vous allez adresser, ce que vous allez adresser aux différents collègues, et donc assurez-vous d'avoir les bons prélèvements, les bons types de prélèvements et les bons types de récipients pour pouvoir les adresser. Donc là, ici, vous avez un pot de formol et ici, vous avez un pot pour une immunofluorescence, généralement du liquide de Michel. Il va exister donc différentes méthodes de conservation de cette biopsie, principalement l'utilisation d'un fixateur pour préserver les tissus pour l'étude morphologique, avec lequel vous allez faire une histologie standard et un immunomarquage. Et donc ça, c'est du formol à 10%. Le temps de fixation minimal est de 12 heures en général dans le formol. Ensuite, le prélèvement va pouvoir être coloré, le plus souvent à l'aide d'HES, mais également de coloration spéciale, telles que pour mettre en évidence des agents infectieux ou des dépôts ou encore des structures ou des cellules. Dans cet exemple-là, on a un patient présentant un purpura pour lequel une biopsie cutanée a été réalisée et vous pouvez voir ici un dépôt rouge qui apparaît, en l'occurrence parce qu'il y a du rouge Congo qui a été appliqué et donc ça vous permet de porter le diagnostic d'amylose. Ici, sur ce deuxième cas, une patiente présentant une dermohypodermite inflammatoire, érythémateuse, un peu granulomateuse au toucher. Elle était immunodéprimée et vous voyez qu'elle présente un certain nombre de lésions à l'aide de cette coloration. Donc, c'est une coloration de Gomori-Gorocote et on voit là un certain nombre d'agents infectieux présents dans ce tissu cutané, s'il s'agissait d'une infection cutanée à Pseudosporium apiospermum. Alors, les anatomopathologiste vont utiliser aussi de l'immunohistogénie, principalement pour la pathologie tumorale, mais pas que. L'utilisation d'anticorps spécifiques conjugués à une enzyme. Et vous pouvez voir ici du mélan-A qui permet de vraiment focaliser l'attention sur les mélanocytes et sur un éventuel mélanome. Ils peuvent également utiliser de la congélation. Alors, à ce moment-là, il faut encore une fois anticiper le type de prélèvement et les flacons. C'est à apporter en urgence au laboratoire pour une congélation immédiate. Ça peut être utile pour faire de l'immunofluorescence directe, mais également de la biologie moléculaire avec de la pathologie moléculaire, mais aussi du stockage. Et si la congélation est impossible, alors à ce moment-là, on fera plutôt du liquide de Michel pour l'immunofluorescence directe ou le RNA lecteur pour la biologie moléculaire. Et donc, cette étude en immunofluorescence, donc principalement pour les maladies bulleuses, mais aussi le lupus ou certaines vascularites,
et on va utiliser des anticorps polyclonaux anti-IG humaines, type IgG, IgA, IgM ou C3, et on va pouvoir observer un dépôt plus ou moins linéaire dans le cas d'une pemphigoïde bulleuse, ou au contraire en maille ou en réseau d'abeilles, nid d'abeilles pour le pemphigus. Et donc, tout ça va vous permettre d'avoir des éléments complémentaires dans votre diagnostic et dans votre prise en charge. Et donc, quand on revient sur ces patients qui présentaient cette pemphigoïde bulleuse pour lequel vous avez réalisé une biopsie à cheval entre la bulle et la zone saine qui vous a permis d'objectiver cette image anatomopathologique avec l'épiderme d'un côté, le derme de l'autre et cette bulle au niveau de la jonction dermo-épidermique, eh bien, vous allez réaliser un petit peu à distance de la bulle, vous voyez à quelques millimètres cette immunofluorescence directe sur laquelle vous allez pouvoir observer un dépôt linéaire au niveau donc, de la jonction dermo-épidermique et qui va vous confirmer spécifiquement cette atteinte et donc le diagnostic de pemphigoïde bulleuse. Quel type de prélèvement réaliser? Donc là, on a parlé effectivement de l'anatomopathologie, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous aider d'autres laboratoires, par exemple de biologie moléculaire pour certains agents infectieux, ou encore de mycobactériologie si vous avez un doute pour une mycobactérie de type tuberculosis ou léprae, ou encore de la mycologie parce que vous avez une mycose profonde atypique, une lésion cutanée atypique et vous suspectez ce type de diagnostic. Et donc, il va falloir envoyer également des prélèvements dans ces laboratoires. Et encore une fois, il faut que vous ayez posé ces questions-là en amont de la réalisation de la biopsie cutanée parce que ce n'est pas au moment où vous aurez fait votre prélèvement que vous allez pouvoir anticiper dans quel flacon les mettre et à qui les adresser. Parfois, il faut même contacter les laboratoires en amont pour les sensibiliser ou leur poser certaines questions pour vous assurer qu'ils ont bien le matériel ou ils vont bien pouvoir acheminer les prélèvements à un centre national de référence si c'est nécessaire. Par exemple, ici, on a un patient présentant des lésions hypochromiques, vous voyez, hypoesthésiques. Lorsque vous allez toucher, le patient va vous dire, bah non, je ne sens rien du tout de ce que vous faites. Eh bien, vous allez avoir à ce moment-là une hypothèse de lèpre. Et ici, vous avez un patient qui va vous dire être revenu de Guyane ou être revenu d'Afrique du Nord ou d'Amazonie. Et à ce moment-là, vous allez évoquer ce que l'on appelle une leishmaniose. Et donc, dans le cadre de la lèpre, vous allez avoir bien entendu des arguments qui vont vous aider au niveau anatomopathologique, mais c'est sûr que si vous arrivez à avoir une culture ou une PCR de la lèpre et qui est positive, ça vous permettra de vous aider bien plus dans votre diagnostic. Tout comme pour la leishmaniose, vous aurez des arguments indirects en faveur d'une leishmaniose, mais pas que à l'anatomopathologie. Par contre, si vous arrivez à obtenir une culture ou une PCR, eh bien à ce moment-là, vous aurez l'entièreté de votre diagnostic et ça vous permettra d'asseoir davantage votre prise en charge thérapeutique. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est malgré tout, bien entendu, l'hygiène. D'accord? Donc, il va falloir avoir une bonne hygiène, prendre en charge le patient dans des conditions optimales par rapport à l'hygiène et, entre autres, vous désinfecter les mains comme il le faut et utiliser des gants. À savoir que les gants stériles ne sont pas obligatoires dans le cadre de la réalisation d'une biopsie cutanée au punch. Et je vous invite, dans ce cadre-là, à visionner une vidéo que l'équipe a faite sur la biopsie cutanée qui vous permet de mieux appréhender l'ensemble des règles d'hygiène à adopter pour que votre biopsie cutanée soit faite de manière parfaite. Le troisième élément, c'est l'anesthésie. Et donc, il va falloir bien entendu faire cette désinfection. Je reviens sur le point précédent sur l'hygiène. Et vous allez faire une injection hypodermique de lidocaïne de 0,5, 1 ou 2%, plus ou moins associée à l'adrénaline. Qu'est-ce qui va vous faire décider si vous faites de l'adrénaline ou pas? Eh bien, c'est tout simplement la localisation où vous allez faire ce geste. Si vous faites le geste au niveau d'une extrémité, au niveau d'un orteil, alors préférez le faire sans adrénaline pour éviter une vasoconstriction, d'autant plus si votre patient, par exemple, est diabétique ou présente des facteurs de risque cardiovasculaire. Si c'est un enfant et que la zone va être très douloureuse, alors vous pouvez même anticiper avec de la crème EMLA, mais essayez de le mentionner au pathologiste parce que vous pouvez avoir des modifications anatomopathologiques qui peuvent entraîner des artefacts dans l'interprétation pour l'anatomopathologiste. Ensuite va être le temps de la réalisation de cette biopsie cutanée. Donc, vous allez vous équiper, généralement, il y a des sets de sutures avec, dans lequel vous allez mettre votre punch. Donc, le punch, c'est quoi? C'est cet petit instrument qui est jetable, qui comporte une lame en fait cylindrique coupante qui va aller de 2 à 8 mm et que vous allez enfoncer dans la peau
l'ensemble de la lame, hein. Vous avez une garde ici qui va vous bloquer l'élément. Alors bien sûr, si vous êtes sur des zones très très fines, vous n'allez pas avoir besoin d'aller jusqu'au bout, mais généralement pour la peau tout venante sur les bras, les jambes, eh bien vous allez aller jusqu'à la garde. Et tout cela va être également associé à un set dans lequel vous allez avoir des compresses, vous allez avoir un champ stérile, vous allez avoir un porte-aiguille, vous allez avoir des pinces plates ou coupantes et un petit ciseau. Bien entendu, il faut aussi que vous vous équipiez de pansements parce que vous allez faire un geste et ensuite vous allez laisser une suture, donc vous avez besoin aussi d'un fil. Et puis vous avez besoin d'antiseptiques pour pouvoir désinfecter la plaie si vous ne l'avez pas déjà faite et de compresses si vous n'en avez pas déjà dans votre set de suture. L'autre élément à avoir à portée de main, c'est les containers, de façon à ce que vous puissiez ensuite jeter votre trocard, donc votre punch, mais également l'aiguille qui a été utilisée, de façon à ne pas entraîner d'accident d'exposition au sang. Malencontreusement, vous auriez laissé votre aiguille ou laissé votre punch dans le plateau de suture, ou vous l'ayez jeté dans une mauvaise poubelle et qu'à ce moment-là, un agent se pique avec. C'est extrêmement grave. Et donc, il est de votre ressort de vous assurer que vous ayez ce matériel à proximité pour pouvoir vous débarrasser du matériel employé et qui est tranchant, coupant ou piquant. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous allez poser votre punch biopsique sur la peau. Vous pouvez écarter un peu la peau en regard de façon à, lorsque vous allez relâcher, non plus avoir un rond, mais avoir un ovale qui va être plus simple à suturer. Vous allez donc appliquer cela sur la peau, descendre et faire un mouvement de rotation de façon à pouvoir faire coulisser la lame jusque en profondeur de votre peau. Vous allez ensuite venir prendre l'extrémité de la peau. Faites attention à ne pas entraîner d'artefacts dessus. Vous pouvez entraîner des artefacts à l'aide d'une pince plate si vous écrasez trop votre peau. Vous pouvez aussi entraîner des artefacts si vous utilisez une pince à griffe. Donc, soyez vigilants pour éviter d'entraîner trop d'altération de ce prélèvement précieux que vous venez de faire pour que votre anatomopathologiste puisse avoir la meilleure interprétation possible. Vous allez donc venir tirer sur cette peau. Parfois, elle vient spontanément. Parfois, elle est toujours accrochée sur sa partie distale. Et alors, vous allez vous aider d'un ciseau pour couper cette extrémité. Attention à ne pas la couper de manière trop proximale. Essayez de la couper le plus bas possible de façon à avoir le prélèvement le plus long possible et donc le plus typique, le plus exhaustif pour que vous puissiez avoir une belle interprétation. Donc, sauf en pathologie pédiatrique ou sur le visage, idéalement, c'est un punch de 4 millimètres qu'on va employer. On va utiliser effectivement un plus petit quand c'est sur le visage ou quand c'est en dermatologie pédiatrique. Mais voilà un peu les éléments que vous allez identifier, surtout l'épiderme, un peu le derme, mais pas trop l'hypoderme, d'accord? Et la taille, 8 millimètres, ça reste relativement rare hein, que l'on emploie des punches à 8 millimètres. Généralement, c'est du 4, parfois du 5 millimètres. Par contre, si vous voulez vraiment avoir des lésions hypodermiques visibles parce que vous suspectez une paniculite ou vous avez des lésions qui sont très nodulaires et très profondes et à ce moment-là, vous avez un doute pour une pathologie tumorale lambda, eh bien, à ce moment-là, il sera plutôt préférable d'utiliser une lame de scalpel pour pouvoir faire une incision plus profonde, plus complète, avoir une architecture plus globale de la lésion de façon à pouvoir faire en sorte que votre anatomopathologiste puisse vous donner un maximum d'informations sur la lésion que vous avez biopsiée. Alors, comment réaliser une incision à la lame? Eh bien, le premier élément, c'est déjà de positionner son scalpel à 90 degrés. Puis, vous allez l'incliner à 45 degrés pour pouvoir aller d'un point A à un point B, mais faites attention à le faire de manière bien continue pour éviter qu'il y ait des coups de scalpel, d'accord? On ne vient pas faire un petit coup, un deuxième petit coup, un troisième petit coup, d'accord? Non, non, il faut absolument que votre incision soit bien linéaire, bien continue. Ici, on est dans le cadre d'une lésion, mais vous pourriez très bien avoir juste une biopsie où vous vous intéressez à cette lésion et vous faites un losange beaucoup plus petit que cette lésion-là qui nécessitait une exérèse complète. L'autre chose à avoir en tête qui est assez important, c'est d'éviter de donner une incision par le scalpel en aspect de proue de bateau, c'est-à-dire ne venez pas inciser de manière à 45 degrés dans ce sens-là, d'accord? Vous venez inciser à 90 degrés, vraiment comme ça, de façon à ce que quand vous allez refermer, eh bien, vous puissiez bien remettre les berges
l'une contre l'autre, de façon à ce que ça puisse bien se refermer. Si vous le faites en proue de bateau comme ça, eh bien ici en bas, ça va bloquer et vous allez ne plus pouvoir bien fermer correctement. Il va y avoir un excès de peau en profondeur, ce qui va empêcher une belle cicatrisation. Le petit, point de détail, la petite astuce, c'est éventuellement d'étirer, comme on a dit pour le punch biopsique, c'est d'étirer la peau en regard de façon à ce que derrière, l'élasticité de la peau permette en fait, une fois que vous avez fait l'exérèse, déjà de rapprocher en grande partie la peau et de pouvoir bénéficier d'une suture qui va être plus aisée et avec moins de tension de façon à ce que votre cicatrice soit plus jolie. Alors, un petit rappel par rapport au mélanome, si vous avez une suspicion de mélanome, donc si vous avez une lésion pigmentée qui vous inquiète, alors vous ne ferez pas de biopsie, vous n'allez pas faire un punch biopsique sur une partie de la lésion, vous allez faire une exérèse complète et vous allez la faire en prenant non pas de marge chirurgicale, puisque si c'est confirmé, vous ferez une reprise chirurgicale plus large à 5 mm, 1 cm ou 2 cm de part et d'autre selon l'épaisseur du bresleau. En tous les cas, ici, c'est bien une exérèse complète qu'il faut faire de cette lésion. Vous voyez, faire un losange de ce type-là. Vous allez mettre votre lame ici à 90 degrés, donc et à 90 degrés d'en haut et à 90 degrés par rapport à votre peau pour éviter d'avoir cet aspect de proue de bateau. Et vous allez tirer une droite, bien linéaire, sans à-coups jusqu'à ce point-là, puis jusqu'à ce point-là, et revenir en arrière, etc., de façon à avoir l'exérèse la plus nette possible et ensuite affiner votre cicatrisation à l'aide de votre suture. Alors justement, la suture, comment est-ce qu'il faut faire? Rien de très spécifique à la biopsie cutanée, hein. Si vous avez déjà fait des sutures au bloc ou lorsque vous avez été amené à suturer les gens aux urgences, eh bien, il faut juste appliquer la même chose en général avec un seul point, hein. Les punches font juste 4 millimètres, donc un seul point suffit. Comment ça se passe? Vous incisez votre aiguille donc à quelques millimètres, en général on est à 4-5 millimètres de la berge. On vient en profondeur et on vient essayer de piquer avec l'aiguille à la même hauteur de l'autre côté. Éventuellement, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez faire sortir votre aiguille une première fois et la faire rentrer en profondeur pour être sûr que ça rentre exactement au même endroit. Et sur le tout, l'autre élément qui est important, c'est de pouvoir faire ressortir votre aiguille à la même distance, de manière symétrique, par rapport à l'autre entrée, à l'entrée initiale, de façon à ce que la tension soit exactement la même de part et d'autre. Bien entendu, si vous avez à nouveau étiré un peu en amont de la biopsie votre peau, eh bien vous allez avoir, du fait de l'élasticité de la peau, une peau qui va déjà se rapprocher et vous allez avoir une suture qui va être beaucoup plus légère à réaliser avec beaucoup moins de tension. Si vous avez fait une lésion avec un scalpel, eh bien alors vous pourrez réaliser plusieurs points, comme on peut le voir ici. Bien entendu, il existe plein de points différents, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Je vous laisserai regarder si ce sont des choses qui vous intéressent. L'autre moyen que l'on peut utiliser pour faire un prélèvement cutané, donc c'est l'utilisation d'une curette. On va réaliser un curetage pour une petite lésion cutanée, généralement qu'on suspecte bénigne, mais ça n'empêche pas de l'envoyer en anatomopathologie. Donc soit avec une curette ici, soit avec une lame de scalpel que l'on met bien parallèle à la peau et on fait une incision vraiment très très superficielle. C'est généralement ce type de choses que l'on fait pour retirer par exemple des molluscum contagiosum, donc des lésions virales induites. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier lorsque vous avez réalisé une biopsie cutanée auprès d'un patient? Eh bien, il faut donner les consignes au patient pour l'hygiène de son poing. C'est-à-dire qu'en pratique, le patient sortira de votre établissement, de votre cabinet, avec un petit pansement qui va être reposé sur une biopsie qui a fait un point ou une exérèse un peu plus large avec 2, 3 ou 4 points selon la taille de l'exérèse que vous avez réalisée. Donc, vous allez lui dire, écoutez, vous allez prendre votre douche ce soir ou demain. Si le pansement effectivement est mouillé, vous allez le retirer et vous allez désinfecter la zone du point et vous allez reposer un nouveau pansement propre. Le tout étant qu'il n'y ait jamais de pansement humide et qui reste sur la plaie pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Le pansement, en général, on demande à ce qu'il soit changé toutes les 48 heures au moins et de manière plus rapprochée si jamais effectivement, comme je viens de vous le dire, il a été humide ou s'il a été souillé parce qu'il y a eu un petit saignement ou autre. En général, sur une biopsie cutanée qui a fait 4 millimètres sur lequel vous avez mis un point, il y a rarement de complications hémorragiques dans les suites. Bien entendu, il désinfecte à chaque fois qu'il refait son pansement.
On remet l'ordonnance de pansement. Le pansement, il faut bien qu'il aille l'acheter quelque part, ainsi que l'antiseptique. Donc, vous allez effectivement mettre sur votre ordonnance ces éléments-là en lui expliquant comment est-ce qu'il faut faire. Si jamais le patient n'est pas capable de lui-même de pouvoir le faire ou parce que la lésion et qu'il habite tout seul est dans le dos ou sur des zones qui sont mal situées, eh bien, vous pouvez faire une ordonnance également pour qu'un infirmier ou une infirmière puisse venir l'aider à faire son pansement au moins toutes les 48 heures, et puis de manière plus rapprochée, si effectivement il y a un risque que ce pansement soit humide. Bien entendu, il va falloir aussi retirer ce point. Alors, ça dépend des organisations. Parfois, c'est la personne qui a fait le geste qui revoit le patient 1 semaine, 14 jours, 21 jours plus tard, selon le temps qu'il faut laisser le point, hein. Donc, pour rappel, sur le visage, c'est plutôt 5-7 jours. Pour des zones du dos, des bras, de la tension, ça va être plutôt autour de 10-14 jours. Et sur des fortes tensions, eh bien, à ce moment-là, on va plutôt monter jusqu'à 20 jours, 21 jours. Eh bien, soit vous revoyez le patient et vous retirez le point à ce moment-là, soit vous faites, une ordonnance pour qu'un infirmier, une infirmière ou même que le médecin traitant puisse retirer, ce point de suture lorsqu'il le reverrait à X jours par rapport à ce que vous avez, défini par rapport à la zone de prélèvement. Vous devez aussi respecter les conditions d'acheminement du prélèvement. On a parlé de prélèvements qui pouvaient être congelés, on a parlé de prélèvements qui pouvaient être dans du liquide de Michel pour l'immunofluorescence, on a parlé de prélèvements qui étaient dans du formol. Généralement, on n'est pas trop inquiet pour les prélèvements qui sont dans le formol, mais les autres peuvent parfois nécessiter que ça arrive plus ou moins rapidement. Donc, faites attention à l'horaire à laquelle vous faites votre biopsie cutanée, parce que si vous la faites le vendredi à 17-18 heures, peut-être que les collègues des différents laboratoires ne seront pas à même de pouvoir recevoir votre prélèvement et votre prélèvement va rester tout le week-end dans votre service et ne va pas pouvoir être techniqué le lundi parce que les cellules ne seront plus fraîches, ne seront plus adaptées pour pouvoir réaliser toutes les manipulations que vous vouliez. Bien remplir les bons et surtout l'identité du patient, soyez très vigilant à ça, confirmez bien l'identité du patient lorsque vous faites un prélèvement, confirmez bien que vous allez bien remplir les bons et surtout l'identité du patient, c'est primordial. Il faut absolument que vous confirmiez que le patient est bien le bon patient, que vous colliez l'étiquette comme il faut sur les bons, mais également sur les pots, d'accord? Vous pouvez avoir des refus auprès des laboratoires et c'est normal si vous n'avez pas identifié correctement les gens. Et donc, vous aurez fait à ce moment-là tout ça pour rien. Donc, soyez vraiment bien vigilant à ces éléments-là. Remplissez bien les bons avec, on l'a dit, les antécédents, l'histoire, du patient et tous les éléments qui vont vous permettre, et qui vont permettre à l'anatomobathologiste ou même aux autres, biologistes qui vont pouvoir travailler avec vous sur le dossier, que ce soit en mycobactéries, que ce soit en biologie moléculaire, de pouvoir vous aiguiller et à utiliser les dernières techniques qu'ils ont à disposition pour pouvoir aider, votre prise en charge et votre patient. Alors, juste quelques éléments d'anatomopathologie. Qu'est-ce que vous allez attendre et qu'est-ce que vous allez pouvoir lire sur le compte-rendu d'anatomopathologie? Eh bien déjà, des signes histologiques concernant des lésions épidermiques. Ça peut être de l'acanthose, de l'acantholyse ou de l'atrophie. Vous avez ici quelques photos qui montrent de l'atrophie épidermique, mais aussi dermique en lien avec une élastose actinique que l'on peut voir ici au niveau du bras, par exemple. Et donc, vous voyez bien qu'un épiderme qui est normal va avoir cet aspect-là. Et dans le cas d'une atrophie, eh bien, vous avez un épiderme qui est complètement linéaire, complètement aminci. Vous pouvez aussi avoir un épidermotropie, c'est-à-dire des lymphocytes qui vont monter dans l'épiderme. Vous pouvez aussi avoir de l'exocytose ou encore de l'hypergranulose. On peut avoir aussi de l'hyperkératose, comme on peut voir ici dans la kératose actinique. On peut avoir de la nécrose kératinocytaire, qu'on peut voir ici dans un lichen, par exemple. On peut avoir de la papillomatose et de l'acanthose. Vous avez un épaississement de l'épiderme. Vous avez effectivement, vous voyez, cet aspect vallonné qui est beaucoup plus approfondi qu'on peut voir, par exemple, dans du psoriasis. On peut avoir de la parakératose, on peut avoir des pustules ou des vésicules. Vous avez ici des vésicules intraépidermiques. Vous pouvez avoir aussi de la spongiose dans le cadre d'un eczéma. Et vous voyez cet aspect un petit peu infiltré au sein des kératinocytes, où les kératinocytes ne sont pas totalement collés. Et vous avez effectivement un décollement entre eux parce qu'il y a de l'eau et parce que vous avez donc cette spongiose qui est apparue dans le cadre d'un eczéma. On peut avoir des lésions dermo-épidermiques, c'est-à-dire vous avez des modifications de l'architecture épidermique et dermique. On a ici, par exemple, le modèle psoriasiforme, donc avec un allongement parallèle et régulier des papilles dermiques. Vous voyez, hein, ici, ça descend en profondeur, ici, ça remonte, et le toit est aminci avec une inflammation, surtout dans les papilles, avec une exocytose en regard. Donc, vous avez effectivement de nombreuses cellules qui sont présentes, et on est ici face à un diagnostic de psoriasis, avec ici une hyperkératose parakératosique généralement.
On peut également avoir un modèle spongiottique où on va avoir ici un œdème des papilles avec une inflammation du derme superficiel et une exocytose. Ça peut être le cas, par exemple, de l'eczéma ou de la dermite séborique. Vous voyez bien ici cet œdème au niveau des papilles qui est présent et l'exocytose avec de nombreuses cellules qui sont présentes dans cet environnement. On a le modèle de la bulle sous-épidermique. On a vu quelques photos tout à l'heure pour la pemphigoïde bulleuse, par exemple, mais avec un décollement de la jonction dermo-hypodermique. Vous voyez ici le derme, vous voyez ici l'épiderme complètement décollé et avec une inflammation sous-jacente, souvent garnie de polynucléaires éosinophiles dans le cadre d'une dermatose bulleuse auto-immune de type pemphigoïde bulleuse, mais vous pouvez le voir aussi dans des toxidermies bulleuses. Et puis là, on a un modèle plutôt lichénoïde, on parle de dermite d'interface. Pourquoi? Parce que vous avez une réaction qui se passe entre le derme ici et l'épiderme ici. Vous voyez ici qu'il y a un grignotement de la membrane basale. On a du mal à savoir exactement où commence le derme, où commence l'épiderme. On a également des nécroses kératinocytaires avec des petites cellules roses qui sont présentes. On a une exocytose au niveau de la basale. Et donc ça peut être le cas dans le cadre de lichen de plan, de toxidermie, de greffon, de maladies de greffon contre l'autre ou encore de lupus. Donc, on a également des lésions dermiques. Alors, l'atrophie dermique, on en a parlé tout à l'heure avec l'atrophie épidermique. On peut également avoir de l'élastolyse, de l'élastose, de l'incontinence pigmentaire. L'incontinence pigmentaire, c'est quand vous avez des mélanophages qui vont récupérer des cellules pigmentaires qui vont être en profondeur. Vous avez également des infiltrats cellulaires. Ici, vous voyez un infiltrat lymphocytaire qui est bien délimité au niveau du derme et qui correspond à un lichen plan. Le lichen plan, vous avez là quelques lésions, des petites papules violacées. Donc là, on délimite bien cet infiltrat qui est présent, qui n'est pas normal. On peut avoir des œdèmes dans le derme, de la nécrobiose ou encore de la sclérose dermique. Et puis, dernier élément, ce sont les lésions hypodermiques. Donc, votre collègue anatomopathologiste peut vous décrire des lésions au sein de l'hypoderme. Donc, il peut s'agir de paniculites. On voit ici des paniculites de type lobulaire, c'est-à-dire vos panicules adipeux qui sont endommagés. On peut également avoir des hypodermites septales, c'est-à-dire, vous voyez, les panicules adipeux sont globalement normaux, mais c'est une inflammation qui est entre les panicules, le panicule adipeux. Et puis, on peut avoir aussi une hypodermite mixte, c'est-à-dire que finalement, tout est touché. Tout ça, ce sont donc les possibilités d'inflammation de l'hypoderme. Vous pouvez aussi avoir une adiponécrose, des atrophies hypodermiques ou encore de la lipophagie. Vous avez ici l'exemple d'une paniculite neutrophilique avec des bulles. Donc les bulles, si elles sont bien tendues comme ça, c'est que finalement le décollement reste assez profond. L'ensemble de l'épiderme est probablement conservé, et ce qui fait que ce sont des bulles assez solides. Et vous avez une inflammation beaucoup plus profonde. Et lorsqu'on regarde au microscope, eh bien, on va avoir une paniculite neutrophilique, c'est-à-dire que vous allez avoir une inflammation avec énormément de polynucléaires neutrophiles qui se sont intégrés, qui ont envahi le panicule adipeux. Pour finir, je vous propose désormais de visionner des vidéos sur YouTube. Vous verrez des vidéos assez courtes faites par différents collègues et qui vous permettent de bien voir la réalisation du geste. Mais vous vous rendrez assez rapidement compte que finalement, le geste n'est pas si compliqué à faire et que c'est un peu tout l'environnement autour qui est plus compliqué à réaliser. Alors, je vous invite à regarder également celle-ci qu'on a réalisée avec l'équipe. Il y a 3 vidéos, euh, dont une avec quelques erreurs, et je vous laisserai nous dire ce que vous en pensez à travers le QR code et voir si vous avez trouvé toutes les erreurs. En tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo ou à m'écrire à dermato.ist@gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire. À très vite sur Dermato IST.